Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de cave secrète, celle que j'ai découverte en rénovant ma vieille maison. Je m'appelle Nathalie, j'ai 42 ans et je suis professeure d'histoire dans un collège de la région bordelaise depuis maintenant une quinzaine d'années, un métier que j'ai toujours exercé avec une passion sincère et intacte. J'ai toujours eu un attachement particulier pour les vieilles bâtisses, une fascination héritée de mon métier, de ces murs qui semblent porter en eux la mémoire du temps. C'est ainsi que j'ai acheté, 2 ans auparavant, une maison de maître datant du 19e siècle, isolée en périphérie d'un petit village viticole, entouré de vignes à perte de vue. La bâtisse nécessitait d'importants travaux de rénovation, ce qui expliquait en grande partie le prix relativement abordable auquel j'avais pu l'acquérir malgré son cachet indéniable. L'agent immobilier avait mentionné, presque en passant, que la maison était restée inoccupée durant de longues années avant sa mise en vente, sans jamais préciser la raison exacte de cette vacance prolongée. Je n'avais alors pas prêté grande attention à ce détail, bien trop enthousiasmé par le charme des volets bleus délavés et par la vue imprenable qu'offrait le jardin sur les collines couvertes de vignobles. Mes collègues du collège m'avaient parfois taquiné sur mon audace, achetant seule et sans hésitation une maison aussi vaste et aussi ancienne, mais j'y voyais surtout un projet stimulant pour occuper mon temps libre. J'avais grandi dans une famille où l'on transmettait un profond respect pour l'histoire et les vieilles pierres, mon propre père ayant lui-même passé sa vie à restaurer patiemment de vieilles fermes de la région bordelaise. C'est peut-être cet héritage familial qui m'avait poussé, sans la moindre hésitation véritable, à me lancer dans cette aventure de rénovation, malgré l'ampleur du chantier qui m'attendait. J'avais entrepris ces travaux progressivement, pièce après pièce, profitant de mes vacances scolaires pour avancer méthodiquement, avec l'aide occasionnelle d'un artisan local pour les tâches les plus techniques. Je vivais seule dans cette maison depuis mon divorce, mes 2 enfants désormais adultes ayant quitté le nid depuis plusieurs années pour poursuivre leurs propres études loin de la région. Cette solitude ne me pesait pas particulièrement, bien au contraire, j'appréciais le calme de cette maison isolée, le silence des soirées passées seule avec mes livres et mes projets de rénovation. Mon chien, un vieux labrador répondant au nom de Balthazar, m'accompagnait fidèlement dans chacune de mes tâches, somnolant paisiblement pendant que je m'affairais autour de lui. Ce jour-là, au début de l'été, j'avais décidé de m'attaquer enfin à la cave, une pièce que j'avais délibérément repoussée depuis mon emménagement, tant elle me semblait rébarbative et sans intérêt particulier. La cave se présentait comme un espace unique, assez vaste, aux murs de pierre brute, servant essentiellement de débarras aux anciens propriétaires qui y avaient entassé des décennies d'objets divers. J'avais prévu de la transformer en cave à vin digne de ce nom, projet que je caressais depuis mon achat de la maison, séduite par l'idée de recevoir mes amis autour de dégustations improvisées. J'ai commencé par vider méthodiquement les étagères, triant les objets entre ce qui méritait d'être conservé, ce qui pouvait être donné et ce qui finirait simplement à la déchetterie. Après plusieurs heures de tri, alors que je m'apprêtais à faire une pause, j'ai remarqué un détail qui m'avait échappé jusque-là, dissimulé derrière une étagère métallique particulièrement encombrée. Une portion du mur, dans l'angle le plus reculé de la cave, présentait une texture légèrement différente du reste, comme si les pierres avaient été assemblées à une époque plus récente que celles environnantes. J'ai déplacé l'étagère avec difficulté, Balthazar observant la scène avec un intérêt inhabituel, ses oreilles dressées, son regard fixé sur ce mur d'une manière qui m'a immédiatement paru étrange. En m'approchant davantage, j'ai constaté que cette portion de mur ne mesurait qu'environ 1 mètre de large sur 2 de haut, comme si elle avait été édifiée pour combler une ouverture existante. J'ai passé les doigts sur les joints entre les pierres, remarquant qu'ils étaient effectivement plus friables, moins solides que ceux du reste de la cave, cédant facilement sous la pression de mon ongle. Ma curiosité d'historienne a immédiatement pris le dessus sur toute prudence raisonnable et j'ai décidé, séance tenante, de commencer à dégager quelques pierres pour comprendre ce qui se cachait derrière. Balthazar s'est mis à gémir doucement à ce moment précis, reculant vers l'escalier de la cave, refusant obstinément de s'approcher davantage de cet endroit qui semblait désormais le mettre profondément mal à l'aise. J'ai attribué son comportement à la poussière ou peut-être à un courant d'air inhabituel, sans y accorder plus d'attention, bien trop absorbé par ma découverte pour me soucier réellement de l'inconfort de mon chien. Muni d'un simple burin et d'un marteau trouvé dans le garage du fond, un peu rouillé, mais encore parfaitement fonctionnel, j'ai entrepris de dégager les pierres les plus accessibles, un travail lent et fastidieux qui a occupé le reste de mon après-midi. Chaque pierre retirée révélait un peu plus l'obscurité de l'espace dissimulé derrière, et je sentais grandir en moi un mélange étrange d'excitation professionnelle et d'appréhension irrationnelle que je peinais à m'expliquer clairement.
Le silence de la cave, habituellement paisible, me semblait soudain plus dense, plus pesant, comme si l'air lui-même retenait son souffle en attendant que je termine ce que j'avais commencé, sans réellement réfléchir aux conséquences. Vers 18 heures, j'avais réussi à créer une ouverture suffisante pour y glisser ma lampe torche et éclairer ce qui se trouvait de l'autre côté de ce mur, visiblement rebâti avec soin. Le faisceau lumineux a révélé un espace exigu, à peine plus grand qu'un placard, dont les murs de pierre brute semblaient plus anciens encore que ceux du reste de la cave. Au fond de cet espace confiné se trouvait ce qui ressemblait à un petit hôtel de fortune, une table basse en pierre sur laquelle reposaient plusieurs objets que je ne parvenais pas à identifier clairement dans la pénombre. J'ai continué d'élargir l'ouverture pendant encore une bonne demi-heure, mes mains douloureuses et couvertes de poussière, animées par une détermination qui dépassait largement ma simple curiosité professionnelle habituelle. Balthazar avait fini par quitter complètement la cave, préférant m'attendre en haut de l'escalier, aboyant occasionnellement d'une manière inhabituelle, presque suppliante, comme s'il cherchait désespérément à me faire remonter avec lui. J'ai élargi l'ouverture suffisamment pour pouvoir m'y glisser, ignorant les jappements de plus en plus inquiets de Balthazar qui refusait toujours de s'approcher de cette partie de la cave. En pénétrant dans cet espace confiné, j'ai été saisi par un froid soudain, bien plus intense que celui déjà notable, qui régnait habituellement dans le reste de la cave, malgré la chaleur estivale extérieure. L'air y était étrangement sec, presque irrespirable, chargé d'une odeur indéfinissable, un mélange de poussière ancienne et de quelque chose de plus organique que je préférais ne pas chercher à identifier davantage. J'ai éclairé l'autel de pierre, découvrant plusieurs bougies fondues depuis longtemps, quelques ossements de petits animaux disposés selon un motif précis et un vieux livre relié de cuir noirci par le temps. J'ai remarqué également, gravés directement dans la pierre au-dessus de l'autel, plusieurs symboles que je ne reconnaissais pas, entrelacés les uns aux autres selon une composition qui me semblait délibérément travaillée plutôt que le fruit du hasard. Une petite fiole vide, bouchée par un morceau de cire fondue, reposait également sur cet autel improvisé, à côté d'un morceau de tissu tellement usé qu'il tombait presque en poussière au moindre contact de mes doigts. J'ai pris soin de ne toucher à rien d'autre que le livre pour l'instant, respectant instinctivement une sorte de protocole professionnel que mon métier m'avait enseigné face à toute découverte archéologique inattendue et potentiellement sensible. La lumière de ma lampe torche vacillait légèrement dans cet espace confiné, comme si les piles peinaient soudainement à fournir leur puissance habituelle, un détail que j'ai alors mis sur le compte d'une simple coïncidence technique. J'ai photographié la scène avec mon téléphone avant de toucher quoi que ce soit, un réflexe professionnel hérité de mon métier d'historienne, habituée à documenter méticuleusement chaque découverte avant toute manipulation. Le livre était fermé par une lanière de cuir similaire à celle qui aurait pu entourer un vieux journal intime, et j'ai hésité un long moment avant de me résoudre à le défaire pour l'ouvrir. Les pages étaient rédigées d'une écriture ancienne, presque illisible par endroits, mêlant apparemment du français archaïque à des symboles que je ne reconnaissais absolument pas, ni comme religieux, ni comme scientifiques. J'ai reconnu sur certaines pages des dessins évoquant vaguement des rituels, des cercles concentriques accompagnés d'inscriptions, sans parvenir à en saisir la moindre signification précise malgré mes années d'études historiques. J'ai décidé de sortir de cet espace confiné, emportant le livre avec moi, refermant temporairement l'ouverture avec un morceau de bâche trouvé dans le garage pour la nuit qui approchait déjà. Balthazar s'est précipité vers l'escalier dès que j'ai remonté les marches, refusant catégoriquement de rester une minute de plus dans cette cave qu'il évitait désormais soigneusement, même pour y récupérer sa gamelle habituelle. Je suis monté dans mon bureau, le livre posé sur ma table de travail, décidé à en apprendre davantage avant de contacter d'éventuels spécialistes capables de m'aider à en comprendre le contenu exact. J'ai passé la soirée à photographier chaque page, espérant pouvoir les envoyer à des collègues universitaires spécialisés dans les manuscrits anciens ou les pratiques occultes régionales du XIXe siècle. Cette nuit-là, pour la première fois depuis mon emménagement dans cette maison, j'ai eu le plus grand mal à trouver le sommeil, l'esprit obsédé par cette découverte et par le malaise persistant de Balthazar. Je me retournais sans cesse dans mon lit, repensant à ces symboles gravés dans la pierre, à cette écriture ancienne dont je ne comprenais pas le sens, mais dont l'atmosphère générale me semblait chargée d'une intention précise. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillée en sursaut, certaine d'avoir entendu un bruit provenant du rez-de-chaussée, un raclement sourd, régulier, comme quelque chose qu'on traînerait lentement sur le sol. Balthazar, couché à mes côtés sur le tapis de ma chambre, s'est redressé instantanément, les poils hérissés sur l'échine, un grondement sourd naissant au fond de sa gorge sans qu'il ne quitte des yeux la porte fermée. Je suis restée immobile de longues minutes, le cœur battant, écoutant ce raclement se poursuivre par intermittence, avant de finalement cesser complètement, laissant place à un silence tout aussi troublant que le bruit lui-même.
Le lendemain matin, épuisé par cette nuit agitée, je suis descendu prudemment à la cuisine, découvrant avec stupeur que plusieurs objets avaient changé de place durant la nuit, sans explication rationnelle apparente. Une chaise que j'avais laissée rangée sous la table se trouvait désormais renversée au milieu de la pièce, et le tiroir contenant mes couverts était entrouvert, son contenu légèrement en désordre. J'ai vérifié toutes les issues de la maison, portes et fenêtres, sans trouver la moindre trace d'effraction, ce qui rendait ces déplacements d'objets d'autant plus déconcertants et inquiétants à mes yeux. J'ai tenté de me rassurer en évoquant un possible somnambulisme, phénomène dont je n'avais jamais souffert auparavant, mais qui me semblait, sur le moment, moins effrayant que toute autre explication envisageable. J'ai passé cette journée-là à observer attentivement chaque recoin de ma maison, guettant le moindre signe anormal, incapable de me concentrer véritablement sur mes tâches habituelles de préparation de la rentrée scolaire à venir. Balthazar restait constamment collé à mes jambes, refusant de s'éloigner de moi ne serait-ce que quelques mètres, un comportement protecteur qui, loin de me rassurer, alimentait davantage encore mon inquiétude grandissante. J'ai remarqué en fin d'après-midi que la porte de la cave, que j'avais pourtant fermée soigneusement la veille, se trouvait légèrement entr'ouverte, un simple filet de pénombre s'échappant de l'escalier descendant vers l'obscurité. Je n'ai pas eu le courage d'y redescendre ce jour-là, préférant refermer précipitamment cette porte, comme si ce simple geste pouvait suffire à contenir ce qui se trouvait peut-être encore tapi au fond de cette cave. Les jours suivants, j'ai poursuivi mes recherches sur le contenu du livre découvert dans la cave secrète, contactant plusieurs universitaires spécialisés en histoire régionale et en pratiques ésotériques anciennes. L'un d'eux, un professeur retraité passionné par le folklore local, a accepté d'examiner mes photographies et m'a rappelé quelques jours plus tard avec une inquiétude perceptible dans sa voix habituellement posée. Il m'a expliqué que ce type de document correspondait à ce qu'on appelait, dans certaines campagnes françaises du XIXe siècle, un grimoire de sorcellerie rurale, utilisé par des guérisseurs ou des jeteurs de sorts locaux. Il m'a précisé que la maison que j'habitais correspondait, selon ses propres recherches historiques antérieures, à l'ancienne demeure d'une femme surnommée localement la Recluse, réputée pratiquer divers rituels dans la région à cette époque. Il m'a expliqué, avec un luxe de détails que je n'avais pas anticipé, que cette femme aurait été consultée régulièrement par les villageois pour soigner leurs bêtes, guérir certaines maladies ou encore prédire l'avenir lors des récoltes difficiles. Elle jouissait, selon ses recherches, d'une réputation ambivalente, à la fois respectée pour ses talents de guérisseuse et redoutée pour les pouvoirs obscurs qu'on lui prêtait volontiers dès qu'un malheur frappait la communauté. Le professeur m'a précisé qu'une mauvaise récolte, survenue durant l'hiver 1871, avait été attribuée par certains villageois superstitieux à une malédiction lancée par cette femme suite à un différend resté flou dans les archives. C'est peu de temps après cet épisode que sa trace se serait perdue dans les registres officiels sans que personne n'ait jamais véritablement cherché à élucider les circonstances exactes de sa disparition soudaine et définitive. Cette femme, dont le vrai nom demeurait incertain dans les archives locales, aurait été accusée par plusieurs villageois de maléfices variés avant de disparaître mystérieusement sans que personne ne sache jamais ce qu'il était advenu d'elle. Certains documents évoquaient une disparition volontaire, tandis que d'autres, plus troublants, suggéraient qu'elle aurait pu être séquestrée puis emmurée vivante par des villageois excédés, dans un accès de peur collective et de superstition. Le professeur m'a mis en garde contre toute manipulation supplémentaire de ce livre, m'expliquant que certaines traditions locales attribuaient à ce genre d'objet un pouvoir de rétention particulier, capable de retenir une présence prisonnière de son support matériel. Il m'a fortement conseillé de faire examiner cet ouvrage par un spécialiste en conservation plutôt que de continuer à le manipuler moi-même dans l'attente d'une expertise plus approfondie de son contenu exact. Les phénomènes dans ma maison se sont intensifiés au fil des jours suivants, les bruits nocturnes devenant plus fréquents, plus insistants, s'accompagnant désormais de sensations de froid localisées que je ressentais à divers endroits de la maison. J'ai commencé à percevoir certains soirs une odeur âcre et désagréable envahissant soudainement certaines pièces, rappelant vaguement celle du soufre, avant de se dissiper aussi mystérieusement qu'elle était apparue quelques minutes plus tôt. Balthazar refusait désormais catégoriquement de dormir dans ma chambre, préférant se réfugier dans le jardin malgré les nuits fraîches, un comportement radicalement différent de ses habitudes des 2 années précédentes passées ensemble. J'ai remarqué également que mon reflet dans le miroir de ma salle de bain semblait parfois légèrement décalé par rapport à mes propres mouvements, un détail infime mais suffisamment troublant pour alimenter mon angoisse grandissante. Une nuit particulièrement éprouvante, je me suis réveillée avec la certitude absolue qu'une présence se tenait au pied de mon lit, immobile, m'observant dans l'obscurité totale de ma chambre plongée dans le silence.
J'ai ouvert les yeux avec appréhension, découvrant une silhouette sombre et voûtée, aux contours flous, dont je ne parvenais pas à distinguer précisément les traits malgré mes efforts pour percer l'obscurité environnante. Cette silhouette est restée immobile de longues secondes avant de reculer lentement vers le mur, semblant s'y fondre littéralement, disparaissant progressivement comme absorbée par la pierre elle-même sous mes yeux terrifiés. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, allongé dans le noir, la lumière de mon téléphone allumée en permanence, guettant le moindre mouvement dans la pénombre de cette chambre devenue soudainement hostile. Le lendemain, déterminé à comprendre ce qui se passait réellement dans ma maison, j'ai contacté les archives départementales, espérant y trouver davantage d'informations sur cette femme surnommée la Recluse et sur son destin réel. Après plusieurs heures de recherche minutieuse dans des registres paroissiaux jaunis, j'ai fini par découvrir un acte mentionnant une certaine Agathe Verrier, décédée officiellement de maladie en 1872, sans lieu de sépulture précisé. Un document plus tardif, rédigé par le curé du village de l'époque, évoquait avec réticence des rumeurs persistantes selon lesquelles cette Agathe Verrier n'aurait jamais réellement été enterrée dans le cimetière paroissial comme le laissait entendre l'acte officiel. Le curé notait, avec une prudence évidente dans ses mots choisis, que certains villageois auraient préféré la faire disparaître discrètement, craignant que sa présence, même défunte, ne continue de porter malheur à la communauté locale. J'ai compris en lisant ces lignes que cette petite pièce murée dans ma cave n'était probablement pas un simple lieu de rituel, mais très certainement le tombeau clandestin d'Agathe Verrier, emmuré là par des villageois terrifiés. Cette découverte m'a glacé le sang, expliquant enfin l'intensité et la nature des phénomènes que je subissais depuis l'ouverture de cette cavité, cette âme retenue prisonnière contre son gré depuis plus d'un siècle et demi. J'ai contacté un archéologue local spécialisé dans les fouilles historiques de la région, lui expliquant ma découverte avec un luxe de détails qui a immédiatement suscité chez lui un vif intérêt professionnel pour mon cas. Il a accepté de venir examiner la petite pièce dès le lendemain, accompagné d'un confrère anthropologue, tous deux enthousiasmés à l'idée d'étudier ce qui pourrait constituer une découverte historique significative pour la région. Les fouilles menées par ces deux spécialistes ont confirmé mes craintes les plus sombres, révélant sous une fine couche de terre battue au fond de cette petite pièce les restes d'un squelette humain relativement bien conservé. L'analyse préliminaire suggérait qu'il s'agissait effectivement d'une femme dont l'âge au décès correspondait approximativement à celui qu'aurait eu Agathe Verrier au moment de sa disparition officielle des registres paroissiaux de l'époque. L'archéologue m'a expliqué que la position du corps, recroquevillé contre le mur, suggérait fortement une mort par asphyxie lente, cohérente avec l'hypothèse d'un emmurement vivant plutôt qu'avec celle d'une inhumation posthume classique. J'ai ressenti un profond bouleversement en apprenant ces détails, une compassion sincère pour cette femme dont le seul tort avait probablement été de vivre différemment des attentes rigides de sa communauté villageoise de l'époque. J'ai décidé, en accord avec les autorités locales et après plusieurs démarches administratives, d'organiser une véritable inhumation pour ses restes, dans le respect et la dignité qui lui avaient été refusés un siècle et demi plus tôt. Ces démarches ont pris plusieurs semaines entre les analyses complémentaires nécessaires, les autorisations administratives à obtenir et la coordination avec la mairie du village pour trouver une place adéquate dans le petit cimetière communal. J'ai tenu à financer moi-même l'ensemble de cette cérémonie, considérant qu'il s'agissait d'une forme de dette morale envers cette femme dont la vie et la mort avaient si profondément croisé, sans qu'elle ne le choisisse, mon propre destin. Une petite cérémonie a été organisée au cimetière du village en présence du maire, de l'archéologue et de quelques habitants curieux de cette histoire locale longtemps restée enfouie dans l'oubli collectif de la commune. J'ai fait graver sur une simple pierre tombale le nom d'Agathe Verrier, accompagné d'une inscription sobre rappelant simplement qu'elle méritait, comme toute personne, le repos et la dignité qu'on lui avait autrefois refusés. J'ai également confié le vieux livre découvert dans la cave à un centre de recherche universitaire spécialisé, préférant m'en séparer définitivement plutôt que de le conserver plus longtemps dans ma propre maison, malgré l'intérêt scientifique évident qu'il représentait. Dans les semaines qui ont suivi cette inhumation tardive, les phénomènes dans ma maison ont progressivement cessé, les bruits nocturnes s'espaçant puis disparaissant complètement, le froid localisé ne se manifestant plus jamais par la suite. Balthazar a retrouvé, presque du jour au lendemain, ses habitudes d'antan, acceptant de nouveau de dormir paisiblement au pied de mon lit, sans plus jamais manifester la moindre appréhension envers la cave de la maison. J'ai fait reboucher proprement l'ouverture de cette petite pièce, non pas pour cacher son existence, mais simplement pour respecter cet espace désormais vide de toute présence, comme un lieu de mémoire discret plutôt qu'un débarras ordinaire et banal.
J'ai fait poser à l'entrée de la cave une petite plaque discrète rappelant l'histoire d'Agathe Verrier, afin que quiconque visiterait un jour cette maison comprenne le passé singulier et douloureux de ces murs anciens qui m'avaient tant appris. Je continue de vivre dans cette maison aujourd'hui avec une sérénité que je n'aurais jamais imaginé retrouver après ces semaines de terreur et de découvertes bouleversantes traversées durant cet été particulier. Ma cave à vin a finalement vu le jour, comme je le prévoyais initialement, et j'y reçois régulièrement mes amis pour des dégustations conviviales, sans plus jamais ressentir la moindre appréhension en descendant ces marches de pierre. Certains de mes collègues du collège, mis au courant de cette aventure extraordinaire, m'ont demandé d'intervenir auprès de mes élèves de troisième pour leur parler d'histoire locale, sans jamais évoquer bien sûr les détails les plus troublants de cette expérience personnelle. J'ai accepté avec plaisir, transformant cette épreuve difficile en une occasion précieuse de transmettre à de jeunes esprits curieux l'importance de préserver et de respecter la mémoire, même la plus douloureuse, des lieux et des personnes qui nous ont précédés. Le professeur retraité qui m'avait tant aidé dans mes recherches est devenu, au fil des mois, un ami précieux avec qui j'échange régulièrement sur l'histoire fascinante et parfois tragique de notre région viticole. Nous avons ensemble entrepris de documenter plus largement le destin d'Agathe Verrier, rassemblant patiemment les fragments épars de son existence à travers différentes archives paroissiales et municipales conservées dans les villages environnants. Cette recherche, publiée finalement sous forme d'un modeste article dans une revue d'histoire locale, a permis de redonner un visage et une voix à cette femme trop longtemps réduite à une simple légende effrayante colportée de génération en génération. J'y ai trouvé à ma grande satisfaction une forme de réparation symbolique, comme si cette publication contribuait, à sa modeste échelle, à restaurer un peu de la dignité qu'on lui avait si injustement retirée de son vivant. Il m'arrive certains soirs tranquilles de repenser à Agathe Verrier, à cette femme accusée injustement et condamnée sans procès par la peur et l'ignorance de son époque, et je me sens toujours habité d'une profonde compassion pour elle. Je crois sincèrement qu'elle repose désormais en paix, et je garde de cette expérience la conviction profonde que certaines vérités, aussi anciennes et enfouies soient-elles, méritent toujours d'être révélées et honorées avec le respect qu'elles n'ont jamais reçu de leur vivant. Balthazar vieillit paisiblement à mes côtés désormais, retrouvant chaque soir sa place habituelle au pied de mon lit, comme si la maison tout entière avait enfin retrouvé, elle aussi, une forme de quiétude durable et méritée. Je regarde aujourd'hui cette maison avec une tendresse renouvelée, consciente que derrière chaque vieille pierre peut se cacher une histoire humaine, parfois douloureuse, mais toujours digne d'être entendue et respectée avec sincérité et humilité. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne à la lueur de la bougie pour ne manquer aucune histoire. Prenez soin de vous, et si vous rénovez une vieille maison, examinez toujours attentivement les murs qui semblent différents des autres. Je vous donne rendez-vous demain soir, à la même heure, à la lueur de la bougie.